la suite de ma question. Est-ce qu'il y a au contraire des gestes pédagogiques, des activités qui vont plutôt être un frein à la mise en place de cette boucle d'autorégulation? Alors oui, ça, on travaille aussi beaucoup là-dessus. C'est principalement le travail de Pascal Huguet, qui est maintenant membre du CESEN et qui, depuis de très longues années, travaille sur les biais socio-cognitifs. Tout le monde connaît les biais de genre, qui sont très, très importants. C'est-à-dire qu'il y a cette magnifique expérience de Pascal Huguet et son collègue Monteil pour montrer que les élèves, face à une seule et même tâche qu'on aura présentée soit comme une tâche de géométrie, soit comme une tâche de dessin, vont, selon leur genre, avoir des résultats diamétralement opposés. C'est-à-dire, quand c'est présenté comme une tâche de géométrie, les filles vont avoir des performances nettement inférieures à celles des garçons, alors que cette même tâche qui est présentée comme une tâche de dessin, ça va être l'inverse, c'est-à-dire les filles auront de meilleurs résultats. Donc ça, c'est quand même extraordinairement parlant. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on a ces résultats? Eh bien, c'est que un biais socio-cognitif vient biaiser la motivation dès le départ, parce que l'élève fille se dit ah, c'est pas pour moi cette tâche-là. Des gens comme moi réussissent pas ça. Et donc on n'y met pas la même intensité d'effort, la même attention, et ça se traduit par un moins bon résultat. Donc ce biais, malheureusement, n'est pas le seul. Il y a aussi un biais d'origine sociale, très important. C'est-à-dire que les apprenants de milieux défavorisés qui constatent en arrivant à l'école que certains de leurs camarades ont eu accès à des moyens culturels, voire à un langage qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Ça, les différences de langage sont évidemment aussi un très gros souci, selon la manière dont ils ont été exposés au langage. Vous savez qu'il y a des différences de plusieurs centaines de milliers de mots de différence entre les élèves, c'est effrayant. Donc ça, c'est un gros souci aussi. Et les élèves qui sont donc du côté défavorable de la distribution sociale en tirent la conviction que l'école c'est pas pour eux. Et ça, c'est précisément le contraire. L'école est tout à fait pour eux et ils ont tout à fait la possibilité de remonter la pente, c'est-à-dire d'acquérir les mots qui leur manquent, de s'enrichir, d'apprendre à raisonner, etc. Donc l'école est vraiment pour eux, elle est faite pour eux. Et il faut leur redonner ce sens de leur, ce que Daphna Oyserman appelle leur identité scolaire. Noter un apprentissage, c'est désastreux. Parce que si vous notez en cours d'apprentissage, vous créez une anxiété chez les élèves qui redoutent des mauvaises notes, qui fait qu'ils diminuent automatiquement leur niveau d'effort. Et du coup, ça a créé un cercle vicieux, en fait. Donc, en fait, l'idéal serait de ne pas noter du tout et de pratiquer une évaluation formative. Ça, c'est l'idéal. Mais s'il faut des notes, il faut en tout cas les réserver une fois que l'apprentissage est entièrement consolidé, après coup. Parce que sinon, vous aurez des effets de détérioration de l'apprentissage.